All right. So, Très bien. good afternoon, good Bon evening, après-midi, depending bonsoir, wherever you bonjour, are logging in from. où que vous And soyez dans le thank you monde. very much for Je joining vous us in remercie this infiniment de vous être joint à nous episode of lors de the ce John quatrième Bingham épisode series. de la For many of série you Salut la who mémoire have de John worked with Bingham. John Pour or ceux know qui ont John, you travaillé know avec he was John, vous le always connaissez very très bien. passionate about Vous savez qu'il a toujours été extrêmement migrant passionné issues. par toutes les In this problématiques particular qui issue, concernent les he travailleurs faced migrants. Et campaign aujourd'hui, nous allons persecution during his parler tenure d'une in thématique qui est très October particulière, à 2019. savoir le vol des salaires. John has been Il a very s'agit strong d'une supporter of problématique this qui a connu along with beaucoup de recrudescence other pendant la crise et organizations John that have a been working soutenu closely cette to cause implement of this auprès campaign d'autres successfully, organisations internationales, including des across ONG the qui ont HRM committee, mené beaucoup de the travail dans ce Intercommittee on domaine, y Migration, compris le comité and des others like the ONG au Action sujet de la Commission, migration, aux who côtés co-organizes de of la this Action campaign Committee, that des is going to co-organisateurs ask you de to cette campagne. identify Et il y a the avec nous également CCRM, Sarkouf, le GFDT, CCRM, Alianza Americas, and Alianza Americas, le GRFDT et we PICUM. thank everybody for Nous supporting aimerions this vous and being remercier tous d'avoir still soutenu cette campagne, d'avoir instrumental in participé the à cette success of campagne. this campaign. Nous avons beaucoup à faire There are many encore ways pour in which you can assurer la réussite de contribute. cette campagne, mais il y a différentes manières Visit par our lesquelles vous campaign pourrez y website, contribuer. sign Donc, on to the il est pledge très page document, important where you de pledge to signer support the ce campaign, document d'engagement because you pour believe in the pouvoir mission. soutenir cette The other campagne ways of et pour sharing pouvoir this défendre cette the cause. Vous pourriez par ailleurs success également stories in which you have been able to partager achieve avec nous des histoires de wages for réussite, workers comment and vous avez pu documentation récupérer des salaires pour les travailleurs et comment est-ce demonstrate que that vous this pourriez is a relief documenter ces among migrant situations-là workers. pour que nous The puissions campaign montrer qu'il s'agit d'une was problématique mondiale launched qui touche à during tous the les pandemic, travailleurs migrants. La campagne a été and lancée pendant la the issue pandémie, of non-payment of mais wages le means non-paiement that des salaires et des these rémunérations ainsi que le pandemic vol des salaires migration problems constitue en is fait faced. un It's the problème constant endémique. Il s'agit d'une irrespective constante, of il any s'agit d'une plaine kind of régulière qu'on entend dans here toutes sortes de document, circonstances. and it happens to Nous be parlons donc d'une as it problématique is qui est très for example importante, qui est en train male de and toucher ceux men qui and sont women avec et ceux qui migrant sont workers sans papier. all Et have ça been touche les victims travailleurs of migrants, this hommes et femmes, tous systematic ont été systemic crime victimes de against ce migrant crime workers and persistant à labor l'encontre migrants. des travailleurs migrants, So it would be notamment ceux qui migrent very pour le encouraging, travail. today it's Donc, very encouraging to pour see moi, that c'est une this campagne très campaign encourageante et je suis très right now encouragée de is voir going que on. nous avons bon nombre de personnes ici présentes qui sont en Maybe train some de had got a suivre big number cette, following through cet épisode, cette Zoom, rencontre sur Zoom, for those mais who nous are avons également de in nombreux participants YouTube. qui nous soutiennent We sur also, for YouTube. the first time, Et have pour la première fois a couple of également, languages. So we nous have avons English, différentes French, langues qui sont Spanish, parlées et traduites. Arabic, Nous avons l'anglais, Bengali, l'espagnol, Indonesian, Bahasa l'espagnol, Indonesia, le français, l'indonésien, le Nepalese, bengali, le népalais, le singalais. Donc, le singalais. Donc, so vous this voyez, bridge il existe de nombreuses inclusion langues qui sont we have parlées brought in dans le migrant cadre de workers cette and rencontre. members Ça of veut their dire que nous families veillons à l'inclusion today du part plus of grand nombre this de travailleurs migrants et de leurs part of familles, this webinar. notamment ceux qui participent à ce webinaire et ceux qui sont concernés par cette problématique. I will ask people to put on Je vais vous demander de couper vos microphones, s'il vous plaît. Swadesh. If S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez mics couper votre muted, please. microphone? I know Je vais this vous is demander de couper vos microphones et de garder logging vos in from microphones en mode silencieux tout au long de cette rencontre pour que nous puissions nous écouter sur Zoom. Je vais vous demander également de vous éloigner de la famille, des enfants, etc. Je vais vous demander en tout cas de garder vos microphones fermés. Est-ce que le secrétariat pourrait nous aider? Est-ce que nous pourrions mettre en mode silencieux tous les microphones pour que nous puissions nous entendre? Nous allons donc commencer. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième épisode de la série qui est organisée à la mémoire de John Bingham. Aujourd'hui, nous allons parler du vol des salaires, de l'accès à la justice. Je vais commencer par vous dire que on va commencer par écouter lors de cette séance d'aujourd'hui
le témoignage d'une travailleuse migrante. Donc, elle a travaillé outre-mer, elle a travaillé en dehors de son pays et elle a travaillé dans différents pays du monde. Elle va partager avec nous sa propre expérience. Elle va partager avec nous son expérience au sujet de la vie qu'elle a vécue à l'étranger et nous allons engager cette discussion. Nous avons d'autres panélistes avec nous aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Kili Sorens. Il s'agit de la directrice des affaires de développement et de politique à Justice in Motion. Kelly est la directrice donc, des affaires en matière de politique et de développement et elle est consultante auprès de Justice in Motion en termes de politique publique et de développement. Et elle est dirigeante c'est une dirigeante en fait qui a beaucoup lutté contre le trafic des êtres humains dans le cadre de conflits internationaux. Nous avons également avec nous Hélène Essana, directrice exécutive du Centre pour le plaidoyer en faveur des migrants, Center for Migration Advocacy. Elle est très, très connue de la part du mouvement des migrants dans notre région et dans d'autres pays du monde. Et elle a beaucoup soutenu les travailleurs migrants, les femmes migrantes, les différentes ONG qui travaillent dans ce domaine. Et elle a joué différents rôles au sein de l'organisation et elle était également ancienne présidente de MFA, le Forum des migrants en Afrique. Et nous avons également Ekaterina Porras, qui est directrice de Be-Bold. Be-Bold, en fait, est une ONG, c'est une organisation qui aide les travailleurs migrants dans les pays du Golfe et elle est contre le trafic d'êtres humains. Et Be-Bold ainsi que Ekaterina ont reçu un prix, à savoir le prix Nelson Mandela. Pour saluer en fait les efforts consentis pour changer la vie des travailleurs migrants. Et elle s'intéresse à de nombreuses situations, notamment la situation de femmes en Sierra Leone pour donc mettre un terme à ce genre de trafic. Donc, il s'agit d'un problème mondial. La campagne Justice pour les migrants et pour le salaire, le vol des salaires est une campagne mondiale. Vous savez que nous sommes tous interreliés, nous sommes connectés à travers la planète, à travers le monde et nous devons réfléchir à la manière d'assurer une bonne gouvernance de la migration pour le travail. Il existe peut-être des mécanismes qui doivent être mis à la disposition des travailleurs migrants. Aujourd'hui, c'est un crime qui demeure impuni. Il existe des millions de travailleurs migrants partout au monde qui sont privés de leurs droits les plus basiques. En fait, ils sont en train de travailler pour cela, pour être rémunérés. Et ils travaillent et ils quittent leur pays pour être rémunérés. Il s'agit de leurs dû, de leurs droits. Ils ne devraient pas rentrer chez eux sans avoir touché leur rémunération. Donc, je vous remercie infiniment de vous joindre à nous dans cette lutte, dans ce combat. Je vais commencer par donner la parole à Maksouda, secteur du Bangladesh. Il s'agit d'une travailleuse migrante qui est rentrée dans son pays, le Bangladesh, et elle s'est associée au réseau d'organisation DNSK au Bangladesh. Maksouda, à vous la parole. Assalamu alaikum. Moi, j'ai été en Jordanie. On ne m'a pas payé mon salaire en Jordanie. On me faisait travailler jour et nuit. Je n'avais pas suffisamment de nourriture. On m'a dit que j'étais là pour travailler, uniquement pour travailler. J'ai des parents
dont je dois m'occuper, j'ai des enfants dont je dois m'occuper. Je l'ai supplié de me donner mon salaire, de me payer mon salaire. Je voulais envoyer ma fille à l'école. Je l'ai supplié de me payer mon salaire. Mais après, j'ai été mutée au Qatar. Je n'avais pas un permis de travail. Excusez-moi, il y a un problème. Nous avons entendu une langue autre que l'anglais. Donc, je n'étais pas nourrie convenablement. Et un jour, j'ai réclamé mon salaire, j'ai été battue, j'ai été blessée au bras, à l'épaule et ils ont refusé que je voie un médecin. Ils me disaient: «Si tu amènes de l'argent de ton pays d'origine, à ce moment-là, on pourrait t'amener chez le médecin». Je suis une femme pauvre. Je suis venue ici pour travailler, pour subvenir aux besoins de ma famille. J'avais un rêve pour ma famille, pour ma fille. Ils ont cassé ce rêve et j'ai intenté un procès, mais je me suis heurtée à de nombreux problèmes. J'étais battue de manière continue pendant des années. On m'a pris mon passeport, on m'a blessée, on m'a cassé les doigts. J'ai dû faire des économies pour aller au Qatar, mais au retour, je n'ai rien obtenu. On m'a pas payé mes salaires au Qatar. Les femmes qui quittent leur pays pour travailler ne devraient pas faire face à ce genre de problème. Elles doivent savoir où elles sont en train d'aller, comment elles vont être traitées, comment elles vont être payées. Nous sommes en train de vendre notre travail, notre labeur. Je vais demander au Premier ministre de protéger nos filles, nos femmes. Ces filles et ces femmes sont très vulnérables. Elles ne doivent pas, en fait, souffrir à ce point-là. Il est très important de pouvoir, en fait, assurer à tout un chacun l'accès à la justice. Il est important de rendre justice à ces femmes, à ces hommes. Moi, j'avais un rêve, mais malheureusement, tout toutes les personnes qui travaillent à l'étranger sont privées de leur rêve. Si nous ne gagnons pas notre vie, nous ne pourrons jamais subvenir aux besoins de nos familles.
Nous ne serons jamais venus dans un pays étranger si ce n'était pour l'argent. Il est très important de réfléchir à tout cela. Tous les habitants du Bangladesh qui travaillent à l'étranger font face à ce genre de problème. Il est très important de faire quelque chose pour régler cette situation. Il est très important de sensibiliser à ces problématiques. Très souvent, ils nous privent de nos téléphones portables. Ils ne veulent pas qu'on puisse communiquer avec l'extérieur. Comment survivre dans ce genre de conditions? Sans nourriture, sans argent, sans moyens de communication. C'est inhumain. Il est très important de trouver une solution à ce grand problème. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Maksouda. J'aimerais vous remercier infiniment d'avoir partagé cette expérience pénible avec nous. Nous aimerions vous encourager. Et vous nous avez encouragés parce que vous avez dit que vous aviez intenté un procès contre les employeurs. Je pense qu'il y a une interférence de son avec les interprètes, mais en tout cas, je vous remercie en tout cas de votre témoignage. Je vous remercie et je salue votre courage. Vous avez intenté un procès, vous avez porté plainte et vous voyez dans le fil de la conversation de nombreux messages sont postés pour vous soutenir. Je vais demander à l'équipe qui est responsable de l'interprétation de trouver une solution à cette interférence entre ma voix et la voix d'un autre interprète. Je vous prie de régler ce problème, dit William. C'est vrai qu'il y a une interférence. Je vais demander à nos techniciens de résoudre ce problème rapidement. William est en train d'entendre sa voix et d'entendre la voix d'un autre interprète. En tout cas, je vous remercie, Mathilda, et je vous remercie tous d'être présents. Vous êtes à BNSK. Il s'agit d'une organisation qui mène campagne en faveur des femmes migrantes sur le retour. Et vous avez un bureau outre-mer et il existe des migrants potentiels qui s'adressent à vous, vous leur fournissez des informations pour les sensibiliser. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre histoire et votre expérience avec nous. Permettez-moi maintenant de donner la parole à nos panélistes. Et je vais vous demander de réagir au témoignage de Maksouda. Je sais et je suis certain que vous avez eu affaire à ce genre de situation dans le passé et même dans le présent. Je vais commencer par donner la parole à Kili. Je vais lui demander d'activer sa caméra. Est-ce que vous avez rencontré une situation similaire? S'agit-il d'un phénomène mondial ou s'agit-il d'un phénomène qui est exclusif à une certaine région du monde? Et quelles sont les réussites que vous avez pu connaître dans ce domaine? Parlez-nous d'histoires en fait où des travailleurs migrants ont réussi à récupérer et recouvrer leur salaire. Il existe des mouvements et il existe de petites victoires qui ont été réalisées. Peut-être que l'on pourrait en fait euh, se doter de courage grâce à ces petites victoires et à ces réussites que vous avez réalisées. Merci, William. Je vous remercie et je remercie tous les organisateurs et les panélistes.
J'aimerais également Maxouda. Oui, nous voulons soutenir les travailleurs pour qu'ils puissent accéder à la justice partout au monde. Oui, il s'agit d'un phénomène mondial. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui est spécifique, pardon, à une seule région. Il existe de nombreux travailleurs qui ont connu toutes sortes d'abus dans différents pays, mais surtout aux États-Unis, mais ils sont originaires du Salvador, du Mexique, de l'Amérique latine, du Guatemala, du Nicaragua. Et nous avons écouté des histoires très, très semblables à celle qui a été partagée par Maxouda. Les travailleurs expérimentent ce genre de situations qui sont exacerbées. Vous savez, c'est une situation très problématique. J'aimerais vous dire comment nous travaillons en fait. Nous essayons d'accéder à des recours en justice. Nous soutenons les prestataires de services juridiques transfrontaliers. Aujourd'hui, nous parlons du non-paiement des salaires ou du sous-paiement des salaires et cela en fait se résume à du trafic d'êtres humains. Il est très important de pouvoir, excusez-moi, mais l'interprète entend l'interprétation bengali en live. Je pense qu'il y a un problème d'interférence. Je vais demander à l'équipe technique de trouver une solution à ce problème, William. Il semble que nous avons des problèmes techniques avec l'interprétation. Vous pouvez continuer, Kili, allez-y, dis oui. Donc, nous mettons en contact des avocats américains avec des défenseurs juridiques qui travaillent ou qui résident dans les pays que je viens de mentionner, comme par exemple le Mexique et les pays d'Amérique centrale. Et ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine sur place et ils fournissent un soutien juridique sur place pour les travailleurs migrants et pour les clients également, pour en fait pouvoir garder les choses sous contrôle. Et je pense que c'est très important parce que ces deux protagonistes comprennent quelles sont les véritables problématiques, surtout lorsque les travailleurs migrants sont forcés de retourner chez eux. Il existe différents moyens de présenter la situation. Donc, en fait, c'est très valable. Nous sommes en train de représenter de nombreux clients. Notre équipe représente de nombreux clients. Et nous avons été capables, par exemple, de voyager dans des villes instables sur le plan politique ou dans des régions instables sur le plan politique pour pouvoir obtenir des signatures collectives de la part de travailleurs à l'encontre d'employeurs qui n'ont jamais payé les salaires et les rémunérations. Et il y a des régions, par exemple, où les travailleurs étaient obligés de payer des commissions pour pouvoir intenter des procès ou alors présenter des plaintes. Et il y a également des travailleurs qui ont droit à des dommages-intérêts et ils avaient besoin d'aide. Et nous avons essayé d'aider ces travailleurs pour qu'ils puissent obtenir ces dommages-intérêts. Et en ce qui concerne les enquêtes, nous avons aidé les gens à se constituer partie civile, par exemple, lorsque le département de sécurité ou bien le département décide de ne pas intenter un procès ou, par exemple, soumettre une plainte, à ce moment-là, on pourrait organiser des pétitions. Nous pourrions collecter des signatures. Nous avons besoin d'une connexion Internet stable pour pouvoir faire cela, par exemple. Et on est en train de parler de grandes sommes d'argent. Ces sommes sont importantes
et il est très important de pouvoir sécuriser ces sommes d'argent. Et nous réunissons des preuves, par exemple, nous veillons à ce que les travailleurs puissent bien répondre aux questions et nous préparons un dossier juridique. Et tout cela se fait en collaboration avec les avocats américains. Tout cela pour pouvoir intenter un procès qui pourrait réussir et pour pouvoir revendiquer les salaires, mais et ce en respectant la loi. Et nous essayons de produire des preuves et de réunir des preuves pour pouvoir rendre le dossier solide. Il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas accès à des réseaux, mais il est très important de pouvoir travailler ensemble. De travailler ensemble, je veux dire par là des personnes qui proviennent de différents pays, de différentes nationalités. Il est très important d'encourager ce genre de rapports, ce genre de relations et de réseautage international parce que ça soutient les travailleurs. Nous soutenons d'autres agences également. Euh, le ministère, par exemple, du Travail, le ministère de l'Intérieur également pourrait être concerné et pourrait nous soutenir et pourrait jouer un rôle important en la matière. Et sinon, l'argent qui est collecté ne pourra jamais, en fait, parvenir aux personnes qui en ont le plus besoin et qui le méritent. Il y a des dizaines de milliers de dollars qui ont été distribués à des travailleurs. Et il y a des dizaines de milliers de dollars qui n'ont pas été distribués aux travailleurs, mais qui ont été en fait récupérés. Il est très important de pouvoir assurer cette justice. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Nous sommes un réseau qui est là et nous réunissons une quarantaine d'organisations qui ont souhaité faire partie de ce réseau. Nous sommes là pour honorer ces travailleurs qui ont eu le courage de se présenter et de formuler ces revendications. Ils ont travaillé pendant des années et des années et ce processus a nécessité de nombreuses années. Merci, merci. Nous travaillons donc avec différentes organisations aussi. Je vois Sumita qui est avec nous et il existe d'autres organisations qui travaillent dans le même domaine. Sumita est avocate en Malaisie. Elle a travaillé avec des partenaires en Inde. Tout cela pour identifier les travailleurs migrants sur le retour. Je suis très heureuse de savoir qu'elle est là. Et en fait, c'est très important de pouvoir créer un réseau mondial. En tout cas, la coopération est importante. Nous avons de nombreuses personnes ici parmi nous qui pourraient travailler sur différents fronts. C'est vrai que nous avons de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Il n'y a pas beaucoup de culture de services pro bono, de services gratuits dans notre région, mais il existe très peu de services pro bono qui sont dispensés, notamment pour les travailleurs dans la région du Golfe arabe. Mais en tout cas, il est très important de réfléchir à tout cela ensemble, de créer l'infrastructure qui pourrait nous aider. Kelly, j'ai une question. Disons, en 2021 ou 2022, quel est le pourcentage d'affaires qui ont réussi? Ça veut dire combien de plaintes ont en fait été couronnées de succès en termes de dollars? Non, je n'ai pas de chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a une différence entre le fait de travailler et d'assurer l'argent nécessaire pour les travailleurs. Vous le savez, et la situation aux États-Unis n'est pas plus différente. Nous essayons aussi d'aider les travailleurs dans un autre domaine, comme vous le dites, et il s'agit de l'aide gratuite. Les travailleurs aux États-Unis ne seront plus intéressés par le fait de gagner
leur action, mais ils essaieront de faire au mieux pour obtenir des dommages intérêts. Cela risque de prendre des années. Malheureusement, ces efforts ne sont pas toujours fructueux et il y a une grande différence, surtout lorsque vous ne travaillez pas au sein de ces grands réseaux. Les travailleurs souvent ont l'impression d'être abandonnés, mais je pense qu'en travaillant avec ces réseaux, on peut toujours trouver une personne locale qui pourra aider le travailleur qui est confronté à ce sentiment de perte. Et très souvent, ce sentiment est le résultat de tout ce cumul. William, merci beaucoup. Vous avez raison dans ce que vous dites. Chaque année, nous recevons des statistiques, des chiffres concernant ce qui se passe et la Banque mondiale aussi nous transmet des statistiques concernant tous ces flux et puis nous avons toujours ces chiffres et je pense qu'il serait euh, très utile si nous nous retrouvons pour essayer de voir ce qui est perdu en termes de quantité, ce qui n'est pas récupérable et quel est l'impact de cette perte dans la vie du migrant et dans la vie de sa communauté. Et je pense qu'il faudrait que l'on instaure un mécanisme plus rapide de travail et pour les travailleurs migrants, un mécanisme plus accessible aussi. Et nous devons commencer à réfléchir là-dessus alors que nous travaillons ensemble sur cette campagne. Je vous remercie encore une fois. Merci pour cette remarque qui nous permet de mieux comprendre la question que nous débattons à présent. Je vais passer la parole à l'intervenante suivante. Vous êtes responsable de la campagne, vous étiez responsable de la campagne aux Philippines, notamment celle qui a impliqué les pays de destination. Quelle est la situation actuelle de cette campagne et quelles sont les étapes suivantes auxquelles vous pensez? Hélène, bonjour tout le monde. Bonjour de Manille. J'étais très heureuse d'écouter Kili. Comme vous l'avez dit, cela n'est pas nouveau. Nous voyons que les travailleurs migrants souffrent beaucoup et il y aura toujours des moyens de recours. Il y a des moyens de recours, mais après avoir écouté les délibérations du forum de New York, je vois que il est possible pour les travailleurs de poursuivre leurs recruteurs lorsqu'ils rentrent aux Philippines, mais il y a des actions qui ne sont pas engagées par les travailleurs migrants eux-mêmes en raison des défis que cela représente, notamment lorsque le travailleur est de retour chez lui aux Philippines. Et nous réfléchissons ici à l'assistance juridique qui est fournie. Et cela est important pour nous, notamment après la pandémie. Il faudrait aussi avoir une connexion qui est stable parce que très souvent, nous rencontrons des défis lorsqu'il s'agit de défendre les droits des travailleurs migrants. Et nous savons que c'est un processus qui peut se prolonger sur de très, très longues années. Et cela est ressorti de notre expérience. Les actions sont
déposer, les actions aboutissent, mais l'argent n'est jamais reversé aux travailleurs parce que le recruteur a disparu ou pour une raison différente. Et nous voyons que les demandeurs n'arrivent pas à obtenir gain de cause. On essaie de mener des enquêtes parce que s'il est impossible de récupérer de l'argent, peut-être qu'il est possible de saisir les biens immobiliers des défendeurs. Mais cela est difficile. Et ici, nous n'arrivons pas à aider les travailleurs migrants qui ont été dépourvus de leur salaire. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas touché leur salaire. Donc, voici la grande injustice. Ce que nous essayons de faire, c'est bien le fait d'accélérer le processus. Et il est important d'intervenir. Il est important d'agir. Et il faudrait prendre une décision ferme et dire cela ne peut pas être fait par le travailleur migrant tout seul. Et ce forum à New York, l'OIT a dit il faut se doter de l'équipe, des outils nécessaires. Nous avons les normes, il faudrait les mettre en application. Et aujourd'hui, nous avons des moyens numériques, mais qu'avons-nous fait pour ce qui est des travailleurs migrants? Donc, je pense que c'est très inspirant que nous ayons décidé de prendre cette question à bras-le-corps sur le plan local et sur le plan international, parce que la communauté internationale devrait faire en sorte que cela se passe. Bien sûr, nous pourrons toujours atteindre de petites victoires, mais nous parlons d'agences. Nous avons besoin d'agences nécessaires pour nous attaquer à ces questions. Et récemment, nous avons pu lire un article qui dit que, par exemple, les travailleurs marins ne seront pas très ou les gens de la mer ne seront pas très compétitifs. Mais cela est bien parce que les gens de la mer sont en train de réclamer leurs droits. Et ensuite, les choses passeront aux mains des avocats. Et si nous ne plaçons pas l'accent sur cela, nous serons exclus. Et donc, nous avons les avocats qui réclameront de l'argent au nom des gens de la mer. Et si nous remportons l'action et que les travailleurs n'obtiennent rien, qu'aurons-nous fait? Tellement d'actions et de plaintes avaient été déposées. Et il faudrait aussi tenir compte de la question de la nationalité. Bien entendu, nous essayons d'être toujours dans la légalité. Et aux Philippines, William, comme vous le savez, nous avons essayé d'accélérer les choses en réfléchissant de manière innovante. Donc, nous avons ce processus de conciliation avant que le travailleur ne décide de euh, s'adresser aux tribunaux ou au Conseil des prix d'hommes. Les travailleurs sont poussés à rencontrer leurs employeurs lorsqu'ils ne sont pas prêts à le faire. Et ce sont là des
actions individuelles nous avons des cas où nous avons des retours massifs de travailleurs. Donc, c'est très bien que les gouvernements aient assumé ou aient décidé d'évoquer cette question dans les forums internationaux. Et cela a été également mentionné par le gouvernement des Philippines qui y a souhaité rappeler à la communauté internationale ses obligations et ses responsabilités à l'égard des travailleurs migrants. Nous avons le cas des travailleurs locaux avec les employeurs aux États-Unis. Le système aux États-Unis est différent de ce que nous avons en Asie et au Moyen-Orient. Et je voudrais mentionner encore une fois le Forum de New York. Nous avions dit que nous étions confrontés à une grande question et par conséquent, il faudrait que l'on voit comment nous pourrons mettre en application tout cela par région et par contexte différent. Et je pense que nous serons en train de voler la vie du travailleur et celle de sa famille lorsque nous ne faisons rien pour protéger les salaires ou lorsque nous ne faisons rien pour lutter contre le vol des salaires. Il est vraiment très difficile pour les travailleurs migrants de s'attaquer à cette question tout seul. Mais comme l'a mentionné l'ambassadeur du Sri Lanka, ce n'est pas la charité. Nous avons écouté l'histoire de Mark Souda et je pense que nous sommes nombreux à établir des similitudes avec son histoire. Donc, ce sont des personnes qui souffrent dans les pays de destination. Je vais me contenter de cela. Je vous remercie de votre attention. William, merci beaucoup. Vous avez soulevé ou des questions très importantes et vous étiez très critique aussi. Vous avez parlé de la quête de la justice et vous avez parlé aussi du fait de compter, de compter beaucoup sur le processus judiciaire. Et vous avez dit aussi qu'il faut faire en sorte que la justice fonctionne de manière homogène. Ce que nous avons vu aussi dans notre pays, le cas des avocats ambulants qui acceptent des cas ou des actions parce qu'ils ont quelque chose à tirer de ces actions. Et c'est une chose que l'on retrouve dans la région. Et il serait important de se pencher dessus. Vous avez également parlé de l'aspect culturel. Et comment la fraternité juridique travaille et collabore avec les travailleurs. Maksuda est un bon témoin de tout cela. Nous sommes dans le cadre de la série John Bingham et j'aurais voulu qu'il puisse modérer ces séances et ces épisodes car il est lui-même avocat. Mais permettez-moi de me mettre à sa place pour poser la question suivante. Nous avons dit, ou vous avez dit qu'il serait peut-être possible d'engager des poursuites criminelles, mais je ne pense pas que cela soit possible, notamment aux États-Unis. Mais de nombreux avocats ont parlé du fait d'inscrire le vol des salaires dans le cadre de ce que l'on appellerait une infraction criminelle. Nous avons préparé une étude que nous allons lancer bientôt. Et le vol des salaires représente pour nous un indicateur du travail forcé.
Donc, est-ce que nous pourrons obtenir une plateforme plus grande afin de considérer que le vol des salaires représente une infraction majeure à l'encontre des travailleurs? Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres itinéraires qu'il est possible d'explorer, des instances qui sont à même d'embrasser ce genre de, de cas à travers un processus particulier ou un dialogue afin que nous puissions avoir une projection plus large, notamment à travers la NAS ou autre. Avez-vous des idées, Ekaterina, directrice de The Board, et vous avez joué un rôle très important. Vous avez travaillé avec des travailleurs migrants dans la région du Golfe. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Parce que je sais que les pays africains explorent les pays du Golfe comme étant un marché possible pour les travailleurs africains. Comment gérez-vous cette question? Merci William, merci à tous, merci d'être ici avec nous pour écouter ce que nous faisons. Je suis très heureuse de vous voir tous. C'est vrai que nous avons pris l'habitude de nous réunir virtuellement depuis la COVID et je vous demande aussi d'allumer votre caméra afin que nous soyons sûrs que vous êtes là et si vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra, il n'y a aucun problème. Nous sommes tous humains et nous sommes des humains, des êtres humains et nous sommes toujours heureux de nous retrouver. Merci Léna, merci Kili d'avoir partagé vos efforts avec nous. Merci d'avoir partagé votre travail avec nous. Dans les pays du Golfe, nous aidons toutes les nationalités. Nous ne nous contentons pas d'aider les pays, les personnes d'Afrique, mais aussi les pays d'Afrique ou des pays d'Asie, de l'Est et du Sud. Et nous avons commencé à obtenir des demandes d'aide venant de différentes nationalités et de différents pays africains. Nous nous concentrons beaucoup là-dessus en raison de la masse d'informations que nous avons reçues. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, William, nous travaillons au niveau du rapatriement et nous offrons aussi des services dans ce sens à toutes les nationalités. Pourquoi devons-nous faire cela? Parce que ces personnes ne reçoivent pas leur salaire, ces personnes ne peuvent pas rentrer chez elles. Et par conséquent, comment ces personnes pourront-elles rentrer chez elles si elles ne touchent pas leur salaire? Le rapatriement représente une partie très importante de notre travail. Malheureusement, vous êtes nombreux à savoir que dans le Golfe, l'espace civil est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ONG qui travaille sur le terrain pour aider les travailleurs qui se rendent au ministère du Travail pour porter plainte. Les ONG assurent ou offrent un soutien minimal sur le terrain en raison de leur incapacité à le faire. Concernant le vol des salaires, notre première réaction lorsqu'une personne nous contacte, c'est de vérifier que cette personne est en sécurité. Et c'est malheureux. En effet, très peu de travailleurs migrants nous ont demandé de les aider pour récupérer le salaire qu'ils ont perdu parce que leur priorité est de rentrer chez eux en toute sécurité. Toutefois, durant la COVID, nous avons commencé à surveiller les sociétés et nous avons documenté également beaucoup de cas de
vol de salaire. Et dans le cadre de ces cas, nous avons vu qu'il y avait 7 000 travailleurs concernés venant de 7 pays différents et nous avons pu documenter de manière exacte ce qui s'est passé. Les travailleurs ne savaient même pas qu'ils étaient victimes de vol de leur salaire. Ils étaient venus chez nous parce qu'ils avaient besoin de nourriture pendant la COVID. C'était là le premier problème. Ensuite, comme ils avaient été licenciés, ils ne savaient pas pourquoi, ils n'avaient pas reçu leur indemnité de fin de salaire selon le contrat qu'ils avaient signé lorsqu'ils étaient aux Philippines. Donc, lorsque nous nous sommes penchés sur la question pour comprendre ce qui s'est passé, nous avons réalisé que les travailleurs étaient victimes de vol des salaires et certains avaient travaillé pendant plus de 10 ans. Donc, les défis que nous rencontrons sont à couches multiples. D'abord, s'agit de comprendre ce que l'on entend par vol des salaires lorsque nous parlons de travailleurs domestiques, lorsqu'ils commencent à travailler, lorsqu'ils sont sur le point d'achever leur contrat de 2 ans. Au cours des 3 premiers ou des 3 derniers mois, ils ne reçoivent pas leur salaire. Parce que l'employé doit être à même de couvrir les coûts de la vie quotidienne. Donc, c'est là un défi que nous rencontrons. Il faudrait que l'on montre aux travailleurs que c'est là un problème réel. Au-delà du défi qui consiste à accéder à la justice, que pouvons-nous faire ou que peut faire la personne si elle ne reçoit pas son salaire avec un accès très limité à la justice? Si une personne est licenciée, cette personne dispose de 30 jours pour quitter le pays et il est impossible de faire quoi que ce soit en 30 jours. Alors, si vous souhaitez porter plainte, vous devez non seulement payer pour le dépôt de cette plainte, et si je ne parle pas des secteurs qui s'inscrivent dans le cadre de la loi ou du droit du travail, mais je parle d'autres secteurs comme le secteur de la construction où les personnes doivent payer pour conserver leur visa et pouvoir rester dans le pays afin de déposer plainte. Et si nous disons aux travailleurs qu'ils méritent de recouvrer leur salaire, cela ne veut pas dire qu'ils vont toucher des indemnités. Nous avons vu cela d'ailleurs. Nous avons des sociétés qui n'indemnisent pas leurs travailleurs, même si un juge les a sommés de le faire. Donc, nous rencontrons un autre défi, à savoir celui d'expliquer ce que l'on entend par vol des salaires. Outre l'accès aux moyens de recours, j'avais mentionné les 7 000 travailleurs et dans ce cadre, nous essayons d'accéder à la justice, mais cela est impossible dans les pays du Golfe parce que la société concernée était une société européenne et c'est une société qui a des responsabilités différentes et par conséquent, nous essayons de faire cela à la lumière de la juridiction des lois européennes. Cette société a été achetée par une société américaine et aujourd'hui, nous essayons de voir ce qu'il est possible de faire aux États-Unis, mais pas dans le Golfe. William, c'est une question très intéressante. Je vous remercie d'avoir mentionné cela. Kelly, d'ailleurs, vous avez évoqué ceci. Nous avons toute cette chaîne d'approvisionnement avec des lois, des législations qui doivent intervenir lorsque nous nous retrouvons dans des situations d'exploitation de la main-d'œuvre. Donc, il serait bon de voir comment il serait possible d'établir ce genre de lien. Merci, Lina. Lorsque vous parlez de votre défi premier,
Et c'est ce que je n'ai de cesse de répéter. Le système exploite les personnes parce que nous avons un aspect très important qui est lié à l'offre. Et lorsque je vois tous ces travailleurs migrants et lorsque nous voyons que les travailleurs viennent de pays où il n'y a pas de gouvernance qui s'exerce sur les travailleurs, nous voyons que dans ce cas, les abus sont encore plus importants. Je vous remercie par conséquent d'avoir mentionné ces efforts et cette lutte parce que c'est là un environnement qui est très, très difficile. Vous avez mentionné 700 pardon, et pas 7000 cas. Il est important de partager des documents entre nous. Il est important de partager les chiffres pour que nous montrions l'impact de tout cela. J'ai écouté Kili et Elena et en les écoutant, je me demandais s'il n'était pas possible de se pencher sur les histoires de réussite. Je voudrais revenir une autre fois, encore une fois, à la question que vous avez soulevée, Kili. Est-ce qu'il faudrait que l'on considère cela comme une infraction criminelle ou comme un indicateur du travail forcé? Et est-ce que cela permettrait de rendre ces questions plus visibles? Et quels sont également les systèmes dont nous avons besoin, d'autres systèmes dont nous aurions besoin et qui ne sont pas suffisamment utilisés? Qui dit d'abord et ensuite Hélène. Merci beaucoup. Je ne fais pas partie de l'équipe juridique et je pense que c'est à mon équipe juridique de répondre, mais je vais le faire. À titre de référence, pour ce qui est des affaires criminelles, cela se base sur les lois dans les différents États aux États-Unis. Donc, cela dépend de la gravité du cas. Et nous avons écouté, ou nous avons vu que 700 travailleurs sont affectés et je pense que cela nous fait entrer plus dans l'espace criminel. Mais il faudrait que les procureurs soient intéressés afin qu'il soit possible d'engager ce genre de poursuite. Normalement, il faudrait que beaucoup de choses soient en jeu pour convaincre du bien-fondé de cela. Le département du travail est un département qui ne détient pas suffisamment de ressources, contrairement à d'autres ministères comme le ministère de la Justice. Et par conséquent, il faudrait faire plus de recherches. Concernant le travail forcé, la question est souvent évoquée, notamment avec la question de la hotline où des cas d'abus sont mentionnés, notamment lorsqu'il s'agit de personnes détenant des visas. Et lorsque les travailleurs contactent la hotline, très souvent on parle du vol des salaires et c'est une chose que les personnes recherchent. Donc c'est une chose que nous recherchons et c'est ce que nous disons aux différentes agences administratives, nous leur demandons de rechercher des indicateurs de trafic. Et aussi, j'ai dit que si vous souhaitez réprimer des crimes comme le trafic d'êtres humains, il faut réprimer des crimes tels que le vol de salaire, car cela représente un indicateur important. Et il faudrait donc doter le département ou le ministère de plus de ressources. Concernant la coopération
interaméricaine, c'est une bonne question. Et je ne sais pas comment les lois des différents États et les lois fédérales interagissent. Je peux dire une chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je suis du Bangladesh et j'ai une question à vous poser. Est-ce que je pourrais vous poser cette question? Oui, bien sûr, allez-y. Quel est votre problème? Je ne peux pas vous entendre, je n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que vous pourriez patienter un petit peu? Notre équipe technique va essayer de résoudre ce problème, pardon. Je n'arrive pas à vous entendre, mais alors là, pas du tout. Kili, est-ce que vous pouvez poursuivre? Excusez-moi, l'interprète de la langue française s'excuse, il existe beaucoup d'interférences. Mohamed, je suis vraiment désolée. Je pense qu'ils sont en train de trouver une solution à ce problème. Donc, nous ne savons pas comment ça fonctionne auprès de la Cour interaméricaine. Je pense que nous allons devoir réfléchir à cela ensemble et peut-être que nous pourrions poursuivre la conversation à ce sujet. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une bonne idée. Nous essayons aujourd'hui d'identifier en fait les différents indicateurs de vol salarial comme étant des indicateurs de trafic de personnes. C'est vrai, nous allons devoir réfléchir à cela sous cet angle. Oui, la Cour de justice interaméricaine pourrait être une plateforme appropriée. Vous savez, les relations internationales, en fait, portent beaucoup sur la migration. Je veux dire par là, il existe des accords bilatéraux de commerce, etc. Et nous avons besoin d'un mécanisme régional. Nous avons besoin d'un mécanisme régional qui puisse lever la voix et dire que quelque chose va mal. Donc, à l'OMC, vous avez ce genre de mécanisme. À l'Organisation mondiale du commerce, vous avez ce genre de mécanisme pour le commerce mondial, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas avoir un mécanisme pour la mobilité des personnes? Il serait vraiment très intéressant d'y réfléchir. C'est une piste à explorer. Encore une fois, merci Kelly et je vais donner la parole maintenant à Ellen. Oui, dit Ellen, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Vous savez, est-ce que le vol salarial pourrait être un indicateur pour le trafic de personnes? Je pense que ça pourrait faire partie de ces indicateurs. Le travail forcé est en relation avec le trafic de personnes et le trafic de personnes constitue un crime. À ce moment-là, on peut estimer que le vol salarial constitue une infraction pénale. Et comme vous l'avez bien dit, William, en entendant cette conversation, je remarque qu'on parle pas seulement des salaires qui ont été volés. En fait, il existe différentes situations où les migrants sont privés des avantages monétaires et d'autres bénéfices et avantages. Maxouda nous a parlé, en fait, elle n'arrivait pas à manger, n'est-ce pas? Elle n'arrivait même pas à se nourrir et elle était obligée de travailler pendant de longues heures. Ça veut dire, qu'elle était exposée à la mort. Vous voyez, l'employeur, est en train, dans ce cas-là, de, vous laisser mourir, de manière délibérée et je pense à ce moment-là, qu'on pourrait aller aussi loin que cela et dire, que cette question de vol salarial dépasse le vol salarial. Des gens pourraient, par exemple, souffrir de dépression et leur vie pourrait être en danger. Donc, il est très important de sortir de ce cadre seulement. Ça ne signifie pas seulement le vol des salaires, ça ne signifie pas ne pas être rémunéré uniquement. Non, ça signifie beaucoup d'autres choses. Et peut-être que c'est une différence qui pourrait être prise en considération. Vous avez parlé des avocats et vous avez dit que la pandémie de la COVID-19 a beaucoup exacerbé cette situation. Donc, les travailleurs locaux sont affectés également, mais les travailleurs qui travaillent à l'étranger, les travailleurs migrants sont exposés à ce fléau, à ce phénomène, mais avec beaucoup plus de gravité. On parle de différents pays d'origine et de différents pays de destination. Donc,
bien sûr, la situation devient plus difficile pour les travailleurs migrants. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On pourrait toujours être ouvert à ce genre de problématique. Il va falloir élaborer des stratégies. Ça pourrait en fait être assimilé à un trafic de personnes, au travail forcé également. Et ça pourrait également être qualifié de délit pénal. On est en train de mettre en esclavage des personnes qui ont voyagé de manière délibérée, légale, avec des papiers, avec des contrats, etc. Et euh, ces gens-là méritent de vivre normalement et méritent d'accéder à leurs droits. Voilà la réponse que j'aimerais vous donner. Mais Catherine peut-être pourrait parler de cela parce que vous avez parlé des différentes situations dans les pays du Golfe et je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez à dire. Ah oui, Catherine, il y a de nombreux travailleurs qui veulent rentrer chez eux, mais vouloir rentrer chez eux ne signifie pas qu'ils ne veulent pas accéder à la justice, mais c'est parce qu'ils ont perdu toute confiance, toute foi. Ils sont certains qu'ils ne pourront jamais combattre, qu'ils ne pourront jamais mener cette bataille et que cela ne va pas aboutir. Malheureusement, de nombreux travailleurs dans le Golfe ne sont même pas bien guidés, ne sont pas orientés, ne savent pas comment réclamer leurs droits. Mais nous sommes là pour leur prêter main forte. Nous ne les entendons pas, nous ne les voyons pas. Les travailleurs donc dans les ambassades vont leur dire qu'il va falloir, par exemple, intenter des procès et engager des poursuites dans le pays de destination. Mais il existe d'autres solutions également. Il existe des similitudes avec ce qu'on a à Hong Kong, par exemple. Nous avons 40 cas, 40 affaires à Hong Kong. Pardon, à Hong Kong, on accorde 40 jours pour pouvoir quitter le pays de destination. Comment, par exemple, pouvoir engager des poursuites en l'espace de 40 jours ou de 30 jours? Donc, voilà. Nous ne devons pas perdre de vue toutes ces problématiques parce qu'il s'agit de véritables défis que confrontent les individus de manière régulière lorsqu'ils veulent réclamer la justice. Nous avons des situations de personnes qui ont été rapatriées, qui ont réclamé leurs droits et qui ont regretté avoir réclamé leurs droits parce qu'en fin de compte, ils vont se retrouver sans justice et sans argent parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Voilà. Je pense qu'il est très important de poursuivre ce combat. Vous avez insisté là-dessus. Et il est très important de créer des connexions, des relations. Il est très important de relier cela à la gouvernance de la migration pour le travail. Yekaterina, existe-t-il des configurations, par exemple, l'Union africaine pourrait être dotée d'un mécanisme. Est-ce que vous pourriez, par exemple, engager ce genre de poursuite auprès d'un mécanisme particulier? Je suis désolée, William, est-ce que vous m'adressez la question à moi? Oui, dit William. Donc, Katerina qui répond. Nous n'avons pas d'accès à la justice dans les pays d'origine. Je parle en l'occurrence du vol salarial. Nous avons fourni des informations selon lesquelles des affaires en rapport avec le trafic de personnes ont été intentées, mais ça n'a pas été dans le cas de vol salarial. Il n'en demeure pas moins que j'aimerais vous dire que parce que notre travail est très difficile et il est très difficile d'accéder à la justice, nous essayons de réunir des informations, des données, et cela n'a pas été fait dans le passé. Les gouvernements ne réunissent pas ce genre d'informations. Les ambassades également sont à la traîne. Nous sommes en train de réunir des informations, des détails de la part d'agences de recrutement tout au long du processus de recrutement pour voir s'il existe des exploitations et que se fait-il en termes de retour et qu'en est-il du vol salarial. Vous voyez, nous recevons de nombreuses informations. Il est très important de comprendre
également que cela génère des affaires pour d'autres parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre cet argent en fin de compte. Donc, il est très important de comprendre ce qui se passe. C'est pour cette raison que nous réunissons ces données et nous collectons ces données. Je pense que nous avons une très bonne base de données au sujet du travail domestique à Oman, peut-être pas dans l'ensemble de la région et nous insistons beaucoup là-dessus parce que c'est grâce à cette base de données uniquement que nous pourrons régler la situation. Et tant que personne ne voit ce problème, grâce aux données, ce sera vraiment très, très difficile à résoudre. Voilà ce que nous essayons de faire grâce à ces données. Et très rapidement, j'aimerais revenir vers ce qu'Hélène vient de dire. Oui, c'est vrai, ils veulent quitter le pays. Ils veulent quitter le pays de destination parce qu'ils savent qu'il va être très difficile d'accéder à la justice, notamment pour les travailleurs domestiques. Si vous êtes un travailleur domestique et vous voulez engager des poursuites contre votre employeur, vous allez devoir le faire tant que vous travaillez et vous résidez chez l'employeur. Donc, imaginez, la situation va être très, très difficile. Vous allez devoir aller au poste de police, engager des poursuites contre votre employeur et revenir dans le domicile de votre employeur pour y travailler et y vivre. Donc, je pense qu'ils souhaitent plutôt quitter le pays de destination. C'est le moyen le plus rapide d'accéder de nouveau à leur liberté et à leur dignité. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas réclamer leur salaire. C'est pour cela qu'ils sont partis dès le départ. C'est très, très important, mais ils n'ont pas le choix. Et lorsque l'on pense aux ambassades, l'on peut parler de différentes situations où les travailleurs ont été engagés des poursuites ou porté plainte auprès de l'ambassade, mais l'ambassade les a convaincus de ne pas le faire parce qu'on leur a dit que ça va être un processus long qui nécessite beaucoup d'efforts. Donc, nous avons entendu beaucoup d'histoires de ce genre. Bien sûr, il y a eu des dissuasions de la part d'ambassades parce que ça va signifier plus de travail pour l'ambassade. Le processus normal prendrait en principe 2 années entières. Donc, vous voyez, il s'agit d'une problématique à plusieurs couches, malheureusement. Merci, Ekaterina. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Sans preuve, sans données, nous ne pourrons pas, en fait, rendre nos dossiers et nos affaires solides. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, à rendre ce concept clair et visible et compris par de nombreuses organisations et institutions. J'aimerais relier cela aux normes internationales du travail. Il y a une réticence à examiner le vol salarial sous cet angle-là. Je salue le travail que vous êtes en train d'effectuer ensemble et je pense que c'est un travail très important. Il est très important de nous réunir autour de cette thématique pour montrer que le vol salarial est une véritable problématique. Je vais ouvrir la voie au débat. Nous avons 10 ou 15 minutes restantes avant la fin de cette séance. Je vois Binoud qui a demandé la parole et je vois que d'autres personnes avaient demandé la parole. Monsieur Mahmoud Arafat avait demandé la parole. Et Lakshman est également avec nous. Lakshman a beaucoup plaidoyé en faveur des droits des travailleurs migrants de Sartouk, donc le réseau Sartouk. Et on essaye de plaidoyer en faveur de défendre cette cause de la part du BIT. Mais je vais commencer par donner la parole à Mohamed. Je vais vous demander d'être très, très bref. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, Mohamed, pour poser votre question? Je m'appelle Mohamed Mejanour Rahman. Est-ce que vous m'entendez? Au Bangladesh, les agences de recrutement créent de nombreux problèmes. Je n'ai toujours pas signé le contrat. J'ai voyagé grâce à cette agence de recrutement. Excusez-moi, Mohamed, mais nous avons des problèmes.
Il existe des problèmes de connexion. Alors, je suis ingénieur civil. Je suis des interprètes, excuse, mais le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon, l'interprète s'excuse. Et nous n'avons pas d'interprétation en anglais. Nous n'avons pas d'interprétation en anglais. L'interprète s'excuse, mais il n'y a pas de relais anglais. L'interprète du français s'excuse, mais l'interprétation est impossible car nous ne recevons pas le relais à partir de l'anglais. Que pouvez-vous faire pour nous aider dans une telle situation? Merci, Mahmoud, pour cette question. C'est une très, très bonne question. Et je vais poser donc la question à Somalia. Je vais lui proposer de contacter Mohamed. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai été en train d'écouter les intervenants. Et je peux vous dire que ce qui est important pour notre mouvement, ce sont les données. Et il faudrait voir de quel genre de données nous avons besoin. Et il faudrait donc donner ou fournir aux fraternités pour les travailleurs des données économiques. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, j'avais dit que tout ceci était suicidaire. Il faudrait voir ce qui est fait au niveau mondial pour ce qui est du vol des salaires. En effet, les salaires représentent une composante majeure du PIB. Et ce sont là des questions d'ordre technique. Nous devons unir nos efforts afin que nous disions que ce n'est pas uniquement au micro-niveau que les travailleurs sont des victimes, mais les employeurs seront aussi victimes à long terme. Et cela exige des données, car cela a un effet multiplicateur. Et cela se répercutera de manière négative sur la demande. Nous ne verrons pas comment l'industrie ou les secteurs sera géré. Voilà, j'ai répondu très brièvement, mais il est important que l'on travaille sur la question. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas du tout de la charité. C'est un argument qui se fonde sur l'efficacité. Nous parlons d'efficacité et non pas de charité. Et je pense que cela rendra nos arguments beaucoup plus forts et beaucoup plus percutants. William, merci. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment présenter des arguments différents, comment mettre en avant l'efficacité
Et vous nous avez parlé également du vol des salaires et de l'impact de cela sur l'économie. Merci beaucoup. La question des données est extrêmement importante et elle s'est frayée une place dans notre discussion. Qui d'autre souhaite poser une question aux membres du panel? Laxman, des informations, avez-vous des informations concernant la situation avec l'OIT? Non, j'étais à Singapour du 6 au 9 décembre. Et à la fin de la réunion Asie-Pacifique, nous avons évoqué l'aspect migration et nous avons dit qu'il fallait discuter de la question de la migration. Et le nouveau directeur général est très soucieux d'inclure l'aspect migration. Nous avons d'ailleurs pu réunir 5 instances qui font partie de l'ITIC, comme aux Amériques, en Afrique, au Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique au mois de mai. Et nous tiendrons une réunion sur le vol des salaires et nous dirons que c'est une question qu'il faudrait aborder plus en profondeur. Nous avons aussi évoqué le processus du vol des salaires. Et il serait bien aussi de faire une liste de questions qui montrent comment les salaires sont volés aux travailleurs. Et d'ailleurs, j'étais à Katmandou. Le Népal avait évoqué les droits de recrutement et on a entendu qu'au Bangladesh, la personne avait besoin de 17 mois de travail pour rembourser ce droit de recrutement. Et comment les travailleurs pourront-ils survivre à cela? D'ailleurs, cela cela a causé tout un remue-ménage à l'heure actuelle au Népal. Nous devrons mentionner cela au cours de notre réunion mondiale. Dans les 5 régions, à exception en fait de l'Europe, car nous n'avons pas pu voir ce qui se passe en Europe. Nous le ferons plus tard. Mais pour ces 5 raisons, il est important d'évoquer la question de la migration et d'en tenir compte. Et le MFA et ses partenaires devraient discuter plus longuement des différentes manières dont cela se fait dans les pays de destination. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les partenaires et l'MFA. Nous voyons qu'il y a différents aspects de vol des salaires. Écoutez, mais William, je suis désolée, vous êtes en train de tousser et je vous ai donné la parole et je vous remercie d'avoir quand même intervenu sur la question malgré votre toux. C'est vrai, les syndicats avaient décidé de porter cette question à l'attention de l'OIT et au plus haut niveau de l'OIT. Il faudrait travailler ensemble pour essayer de sauver les secteurs du vol des salaires. Il est important de réunir les acteurs concernés pour voir comment nous pouvons aller de l'avant. Eva Sanders, bonne année. Je n'ai pas pu vous le dire en personne.
Je suis très heureux de vous voir avec nous. Allez-y, Eva. Merci, mais j'ai une question à poser d'abord. D'accord, à choc, allez-y, posez votre question. Ma question s'adresse aux panélistes et aux participants aussi. Quel genre de loi sur le travail pourront s'atteler à la question de la sécurité sociale pour les travailleurs migrants? William, merci de cette question. Je la poserai aux panélistes. Je verrai si un panéliste souhaite y répondre. Nous intéressons à la question du vol des salaires. Je ne sais pas si un panéliste souhaite y répondre. Eva, allez-y. Non, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais je voudrais vous dire que nous travaillons au niveau du travail des enfants et cela recoupe nos discussions, mais cela suppose un travail supplémentaire. En effet, les enfants ne doivent pas travailler. Bien sûr, ils ne doivent pas faire l'objet d'un travail forcé. Mais il y a un intervenant aussi qui a parlé d'un vol de vie. Nous voulons la vie de ces travailleurs. Il ne s'agit pas uniquement d'un vol de salaire, mais nous leur volons leur vie. Le dernier rapport conjoint entre l'OIT et l'UNICEF sur le travail des enfants a mentionné les enfants migrants et les enfants réfugiés. Et je sais que c'est là un travail supplémentaire, mais je pense un travail qui s'inscrit dans le cadre de la question générale que nous discutons aujourd'hui. William, merci. Merci Eva. C'est bien entendu une question très importante qui recoupe notre discussion d'aujourd'hui. Nous allons essayer d'établir les liens nécessaires afin de renforcer notre mouvement. Comme le dit John, notre mouvement devient de plus en plus fort et plus nous sommes en lien les uns avec les autres, plus nous gagnons en force. Je vous remercie d'avoir mentionné ce point et je vous remercie tous de travailler afin de solidifier, de renforcer notre mouvement. Je voudrais à présent me tourner de nouveau vers les panélistes pour voir s'ils ont des idées à partager avec nous ou des défis particuliers à aborder ou à évoquer. Actelina et Catalina. Nous croyons fermement à l'importance des données. Nous travaillons dans une région qui pâtit d'un manque d'informations. Nous écoutons parler d'histoire, mais nous ne savons pas dans quelle mesure toutes ces questions sont répandues. Personne ne nous en parle et nous sommes incapables de changer quelque chose. Les gouvernements des pays de départ et les pays de destination détiennent les informations. Ils ont des destinations ou des informations, pardon. Mais si nous n'avons pas les informations sur le comment et sur l'étendue du processus, et à moins d'avoir ces informations, nous ne pouvons rien faire. Il faudrait donc insister sur la disponibilité de ces informations et donc nous devons nous concentrer sur la collecte de données. Nous devons aider les travailleurs qui se trouvent dans une situation particulière à un moment particulier. Et nous ne voulons pas faire cela indéfiniment sans que rien ne change. Et par conséquent, je propose de collecter des données solides, des données de première main qui viennent directement du travailleur et non pas
la personne qui fait l'entrevue. Et il ne faut pas se contenter d'avoir des conversations. Bien entendu, nous saurons ce qui se passe et nous saurons aussi ou nous apprendrons sur des choses ou sur des questions que nous n'avons même pas posées. Donc, pour la question dans laquelle nous travaillons, nous avons besoin de données. Nous devons dire pourquoi les problèmes sont là. Et cela est important pour enclencher le changement. Nous appuyons les données, nous encourageons les données, nous sommes pour les données et c'est ainsi que nous comprendrons la quantité d'argent dont nous parlons et la quantité d'argent qui est en jeu. Merci, merci Katerina. Donc, c'est important de poursuivre cette discussion et voir comment nous pouvons partager toutes ces informations et comment nous pouvons collecter les données. Qui Oh, Hélène, merci William. Je voudrais remercier Ekaterina et Kili. Je voudrais aussi remercier les intervenants et les participants. Il y en a plus de 200 à peu près. Lorsque nous avons commencé à travailler, nous avons décidé que le point de départ est représenté par les données. Nous devons poursuivre la collecte de données. Nous disons dans notre langage que nous procédons à la documentation des cas. Et donc, c'est là un défi réel pour nous tous. Nous demandons toujours des chiffres, nous demandons des cas. Et Katerina, l'équipe s'est développée et par conséquent, l'équipe peut supporter la scrutinisation ou être sujette à la scrutinisation. Et pour ce qui est de la campagne, il faudrait inclure tellement d'autres choses telles que les droits et les avantages des travailleurs. Donc, nous travaillons, nous ne faisons pas de la charité. Nous devons ou nous essayons d'inclure toutes ces questions dans ce document. Il s'agit d'un manuel qui y inclut les données relatives aux travailleurs. Et c'est là la seule façon qui nous permettra de mettre en avant des arguments percutants afin que plus personne ne puisse se targuer d'excuses. C'est important pour les pays d'origine. Et ici, je voudrais mentionner l'initiative qui a été lancée par le Sri Lanka, le Bangladesh et les Philippines, par les gouvernements de ces pays. Et les gouvernements ont dit qu'il fallait se pencher sur les processus régionaux et voir comment il serait possible de tirer parti de ces forums afin de lancer des actions collectives. En effet, les mécanismes de recours sont disponibles pour des cas individuels et lorsque les campagnes n'aident pas les individus à mettre en avant leur cas, il s'agit donc pour les détenteurs d'obligations de faire quelque chose. Mais je pense que nous avons enregistré des réussites tout le long. Et d'ailleurs, une chose que j'ai apprise à travers ce forum, c'est que les travailleurs souffrent et ils peuvent beaucoup profiter de l'expérience disponible dans d'autres parties du monde. Parce que nous avons des cas de Mexicains et de travailleurs d'Amérique latine qui travaillaient aux États-Unis, qui ont été rapatriés et qui ont pu récupérer leurs papiers d'identité. Bien sûr, les papiers d'identité sont une chose et l'argent est une autre chose. Et donc, il faudrait aussi voir où se situe le rôle des syndicats pour essayer de pousser les gouvernements à agir.
et voir ce qui se passe en Asie. Donc, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup d'initiatives, l'ITWF aussi. Donc, nous avons besoin de solidarité et d'action collective et cela nous permettra d'aller de l'avant dans cette question. Merci. Merci. Je vous remercie. Je suis très heureux de voir que nous avons en fait abordé cette thématique lors du premier épisode de la série à la mémoire de John Bingham. Il est très important de poursuivre cet élan collectif. Kili, je vais essayer d'être brève et j'aimerais exprimer ma gratitude. Je suis très heureuse de faire partie de ce groupe et je suis très heureuse de faire partie de ce groupe, notamment qui comprend Maksuda. Je suis très heureuse d'avoir entendu toutes ces idées et d'avoir participé à cette conversation approfondie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'importance des données et j'aimerais ajouter à cela en disant qu'il existe des groupes technologiques qui pourraient en fait être disposés à soutenir des initiatives de ce genre et des fois gratuitement, d'après ma propre expérience, juste pour pouvoir partager cette information à travers les frontières. Le ministère du Travail américain a préparé une application également que les travailleurs peuvent télécharger dans différentes langues pour pouvoir traquer le temps et suivre de près les rémunérations pour pouvoir savoir quelle est la comparabilité entre les différents salaires dans les différents États américains. Et ces initiatives devraient être connectées à des centres de syndicats ou à des centres de travailleurs. Et pour ce faire, nous avons besoin d'investissement. Nous avons besoin de gouvernements qui puissent véritablement euh, mettre en œuvre ces bénéfices, ces avantages, à savoir qu'il faut que le travail et des syndicats puissent être au cœur de la vie des travailleurs, notamment en termes de salaire. J'aimerais voir plus d'efforts déployés de la part des gouvernements et j'aimerais voir plus de voix être données à ces systèmes, à ces mécanismes. Il va falloir les saluer, il va falloir les renforcer, les promouvoir là où il existe en Amérique. Il y a de nombreux travailleurs qui n'ont pas accès à des fonds qui fournissent des services juridiques. On pourrait, par exemple, avoir accès à un avocat qui pourrait avoir accès à des fonds gouvernementaux pour pouvoir aider les travailleurs. Mais ce n'est pas vrai pour de nombreux travailleurs. J'aimerais voir ce genre de mécanisme mis en place. On pourrait créer un fonds, un financement international mondial pour pouvoir soutenir ces situations très vulnérables. Les travailleurs migrants devraient avoir accès à la justice et avoir accès également à des services juridiques et judiciaires. Je pense à de nombreuses idées, bien sûr, mais en fin de compte, il s'agit de la mobilité. Les travailleurs ont besoin de droits. Le droit, en fait, à la mobilité, le droit à se mouvoir, à bouger pour pouvoir travailler. Ce n'est pas universel. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de visa. Il existe des visas de travail, il existe des visas qui ne sont pas des visas de travail. Et c'est un véritable problème pour les travailleurs locaux et pour les travailleurs migrants parce que les employeurs, en fait, sont en train d'abuser de ces systèmes. Voilà, j'ai beaucoup d'idées à partager avec vous. Je pourrais poursuivre la conversation, mais ce n'est pas en fait ce que nous devons faire maintenant. Je vous remercie. En tout cas, cette conversation va être poursuivie, dit William. Nous allons assurer le suivi de cette conversation auprès de vous, les panélistes. Moi, je suis heureux de voir que nous sommes en train d'encourager les gouvernements à reconnaître leurs alliés dans ce domaine-là, notamment pour pouvoir promouvoir les droits des travailleurs migrants. Il existe des syndicats, il existe des centres de travailleurs, il existe différents centres qui vont être instrumentaux et qui vont être très, très importants pour opérer ce changement. Je vous remercie.
de parler également de cette question. Nous avons demandé la création d'un fonds. Dès le départ de cette campagne, nous avons voulu créer un fonds également, notamment pour compenser le vol salarial. Et les gouvernements sont les entités à même de créer ce genre de fonds. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec vous pour dire que tout est question de mobilité. Si une personne est exploitée, elle sait qu'elle est exploitée, il faut qu'elle ait accès à des droits, le droit de se mouvoir, de bouger, de pouvoir se retirer et de pouvoir également être à l'abri de cette exploitation. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je remercie les panélistes. Je remercie Maxouda qui a partagé avec nous sa propre expérience et qui est en train de mener ce combat. J'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier également l'équipe qui la soutient. Je vous remercie de nous avoir parlé de l'expérience des femmes travailleuses migrantes. Je remercie les panélistes. Le travail que vous effectuez sur le terrain est extraordinaire. Vous savez que Zoom nous a appris à nous connecter ensemble et poursuivons cet élan. Créons ce mouvement mondial collectif pour savoir quelles sont les problématiques qui existent dans d'autres secteurs. Tous les points de vue sont les bienvenus. Il est très important de faire du bruit, de hausser la voix et nous espérons attirer l'attention grâce à des films peut-être à l'attention de ceux qui pourraient opérer des changements réels en termes de politique publique. Je remercie les près de 200 personnes qui ont participé à cette rencontre sur Zoom. En sus des personnes qui nous suivent sur Zoom, et pardon, sur YouTube, je pense que c'est la rencontre la plus importante que nous ayons jamais eue dans le cadre de la série à la mémoire de John Bingham. Nous essayons euh, d'impliquer également d'autres protagonistes. Nous avons bien sûr essayé d'élargir le spectre de la traduction simultanée. Peut-être que ça a marché sur Zoom, mais peut-être que ça n'a pas marché sur d'autres plateformes. En tout cas, nous allons améliorer le service d'interprétation simultanée. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'avoir participé à cette rencontre. Je vous souhaite beaucoup de repos si vous êtes en fin de journée ou alors bonne journée ou bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, William.